Quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu étais en dépression? Factuellement, c'est quand la psychiatre me l'a dit. Après, je m'en doutais fortement parce que à un moment, quand tu sais que t'as plus de sens dans la vie, que t'as plus envie de rien faire à part dormir, taper dans un punching ball, que tu t'isoles, t'as tous les red flags de la dépression et tu te doutes que la psychiatre va pas te dire que tu vas très bien et que forcément ça va être le verdict. Comment réagissait ton corps lorsqu'une crise allait arriver? Moi, c'était pas par crise, c'était permanent. C'est-à-dire que j'avais envie de dormir tout le temps, que j'avais aucune envie de faire des choses que pourtant j'aime normalement, de voir des gens que pourtant j'aime normalement. La seule chose que je voulais faire, c'était rien du tout. Il y avait que du vide dans ma tête et j'allais mal, je m'en rendais compte et en fait, c'est une spirale. Tu sais que tu vas mal, mais tu sens que tu n'as pas les ressources pour sortir de ce tunnel. Comment la dépression a-t-elle affecté ton quotidien? Je mettais du temps à bosser, j'étais plus concentrée dans rien, j'arrivais plus à être avec les gens, j'étais tout le temps ailleurs. Et même au niveau bouffe, enfin, j'avais plus d'appétit, j'étais capable de passer une journée complète dans le noir et je me reconnaissais pas parce que j'ai toujours été quelqu'un d'un peu mélancolique, mais pas comme ça, pas autant. Et je me demandais vraiment si j'étais capable de ressentir à nouveau des émotions. N'importe quelle émotion, que ce soit la tristesse, la colère, la joie, je ne ressentais plus rien. Au fil du temps, est-ce que certaines techniques ou méthodes ont pu adoucir ou remédier à tes crises? Oui, les antidépresseurs, heureusement. Clairement, tu m'enlèves les antidépresseurs aujourd'hui, je pense que je donnerais pas cher de ma peau, sincèrement, et je parle vraiment au premier degré. Parce que la psychologie positive, ça fonctionne plus au stade de la dépression. En fait, il faut comprendre que c'est une maladie, que chimiquement, il y a quelque chose qui est cassé en toi, qui ne fonctionne plus, et qu'il n'y a qu'un traitement qui peut résorber ça. Et moi, c'est la sensation que j'ai, c'est que il y a quelque chose qui est résorbé en moi depuis que je prends cet antidépresseur. Et ça m'a changé la vie. Et je pense que mes mots vont vraiment parler aux gens qui sont sous antidépresseurs ou l'ont été. Pour en parler à mes amis qui ont connu ça, c'est presque flippant. Parce que tu te rends compte à quel point il y a un avant et un après. Et à quel point l'antidépresseur euh, permet que la vie soit supportable pour toi. Et tu te rends compte que tu étais vraiment plus capable justement de la supporter sans. Donc après, il y a toute la question de l'addiction forcément qui se pose. Mais pour le coup, pour mon traitement à moi, c'est pas une addiction chimique. J'ai peur d'arrêter mon traitement parce que je vois vraiment les effets. Ils sont incroyables. Et je me dis comment je vais faire en fait pour revenir dans ce monde en pleine conscience, en étant vraiment lucide de toute la merde que c'est, hein, parce qu'on va pas se mentir. Euh, un monde qui est difficile à supporter quand on est quelqu'un de très sensible comme moi. Un monde qui va de plus en plus mal aussi, on va pas se mentir. Et c'est quelque chose qui me fait peur. Mais bon, une chose après l'autre, je viens juste de le commencer, j'en ai minimum pour 6 mois, et on verra du coup dans 6 mois comment ça va se passer. Ton entourage était au courant ou ils s'en sont rendus compte? En fait, ils le voyaient, que j'allais pas bien avant l'interview, quand je les accueillais, et j'arrivais plus à le cacher. Et c'est là où moi, ça m'a fait chier parce que je me suis dit, en fait, d'habitude, tu sais faire semblant d'aller bien, tu sais contrôler tes émotions, et là, déjà, c'est un red flag que les gens le voient. Et on commençait à rentrer dans quelque chose d'assez stérile parce que bon, professionnellement c'est pas un sujet, je sais faire la part des choses, donc les interviews se passaient très très bien, etc. Mais je sors d'interview, mes amis commencent à m'envoyer 150 messages par jour, à 8 heures, à midi, à 16 heures, à 22 heures, comment ça va? Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? À 8 heures ça va pas, à midi ça va pas, à 16 heures ça va pas, à 22 heures ça va pas. J'ai rien d'autre à te dire que ça. Donc même pour moi, c'était frustrant. Et je pense pouvoir parler au nom des gens qui sont en dépression, parce que pour en avoir parlé à des gens qui le vivent ou l'ont vécu,
En fait, on est dans une espèce de colère injuste et d'incompréhension et d'impuissance parce qu'on sait que nos proches s'inquiètent pour nous, on sait qu'il n'y a pas de malveillance, on sait que c'est de l'amour, mais en fait, ça nous tend parce qu'on ne sait pas quoi leur dire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre que ça ne va pas, il n'y a rien de constructif, en plus, il n'y aura pas de solution, on est une charge pour les gens, on n'a pas envie d'être une charge comme ça, surtout quand, comme moi, on est quelqu'un qui... Moi, j'aime beaucoup cette phrase de Virginie Grimaldi, c'est un livre que j'ai lu pendant le mois, de toute façon on en parlera, où j'ai fait un break, qui est j'ai le chagrin égoïste, je ne partage mes émotions aux gens que quand je vais bien. Et moi, c'est exactement ça. J'ai beaucoup de mal à solliciter mes proches quand ça va pas, parce que pour moi, je dérange. Pour moi, c'est ce que dit Virginie Grimaldi aussi dans un de ses livres incroyables d'ailleurs, qui s'appelle Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Elle dit le malheur, ça dérange. Pour moi, c'est ça en fait. C'est que finalement, il y a une espèce même d'hypocrisie dans la société où tu te demandes si ça va aux gens, mais finalement, tu n'attends pas forcément la réponse et tu traces ta route et tu continues. Et on n'est pas préparé à réagir quand quelqu'un te dit non, ça va pas. Et limite même, on n'a pas envie de l'entendre parce que ça nous met mal à l'aise. C'est ça la réalité. Il faut être honnête envers soi-même et l'accepter. Donc moi, j'en ai conscience de ça. Donc c'était quelque chose que j'avais beaucoup de mal à supporter. Je voyais mes proches inquiets pour moi et il fallait que je coupe tout. As-tu des moments où tu as ressenti une ou plusieurs améliorations durant ta dépression ou alors que finalement ça ne l'était pas? Ouais, après, pour être honnête, je pense que ça fait 1 an que je suis en dépression, mais que je me l'avoue pas. Je pensais avoir accueilli mes émotions. J'ai eu un choc émotionnel qui a été mon divorce après 8 ans de mariage. Je pensais m'être autorisée à aller mal, ce qui est très très important, et être guérie de ça. Sauf que finalement, je pense que je me mentais à moi-même sans avoir l'impression de le faire, ce qui est extrêmement pernicieux. Et ça prouve que dans la vie, tu peux avoir l'impression d'être totalement honnête envers toi-même, d'accueillir parfaitement tes émotions, d'être dans un process sain. Et au final, en fait, tu es dans la protection. Et je pense que réellement, depuis 1 an, je suis dans la protection de mes émotions. Et parce que j'ai un train de vie qui est compliqué, qui est speed, et je pensais aussi que c'était la meilleure chose pour moi à ce moment-là. Et puis aussi, forcément, on va être honnête, hein, tu penses que la personne n'est pas faite pour toi, que il y a plein de raisons qui justifient la séparation, ce qui était le cas, et du coup, tu te persuades de choses que tu penses être réelles. C'est très difficile, c'est très difficile, et au bout d'1 an, moi, je me suis rendu compte que justement, j'étais beaucoup dans l'auto-persuasion, et ça fait très très mal de réaliser que oui, en fait, la phase de mieux que tu pensais être depuis 1 an était en réalité du déni. Et quand tu l'acceptes enfin, c'est comme si ton psychisme rattrape 1 an de mal-être et tu réalises plein de choses et t'es agressé, t'es enseveli sous un tas d'émotions que tu ne comprends pas. Et c'est vraiment ce qui m'est arrivé et ça a été hyper violent. Actuellement, te considérerais-tu sortie de cette dépression? Non, je suis toujours dans la dépression parce que une dépression, ça dure minimum 6 mois de traitement. J'ai commencé l'antidépresseur il y a à peine 1 mois et demi. Donc oui, je suis toujours en dépression. Je sais pas combien de temps ça va durer. Il y a des gens chez qui ça dure quelques mois, il y a des gens chez qui ça dure des années. Et le traitement m'aide à aller mieux, mais voilà, je me sens toujours fragile aujourd'hui. Comment décrirais-tu ton expérience avec la dépression? Il y avait une urgence pour ma santé mentale à partir quand la psychiatre m'a diagnostiquée en dépression sévère. Ça a été violent pour moi parce que j'ai vécu beaucoup d'épreuves dans ma vie et ça m'est jamais arrivé. J'étais sous antidépresseur pour la première mois de ma vie. J'acceptais vraiment d'aller mal. Je voyais que j'allais mal. Mes proches voyaient que j'allais mal. Et je n'étais plus capable de vivre en société. C'est très dur de dire ça, mais je ne m'en sentais plus capable. Je suis quelqu'un à la base qui n'est pas violent, qui n'est pas agressif. Et je sentais que je commençais à devenir à fleur de peau.
presque agressive avec mes proches qui s'inquiétaient pour moi et qui me voulaient du bien. Et là, je me suis dit, meuf, il faut que tu partes en urgence parce que tu vas mal. Donc j'ai envoyé un mail à tous mes clients un après-midi à 17h pour leur dire qu'il y avait urgence pour ma santé mentale de partir, de tout arrêter. Et dans la foulée, j'ai réservé un mois de vacances, même si on ne peut pas vraiment appeler ça des vacances. Je suis partie une semaine à Palma de Majorque, une semaine à Lisbonne et 15 jours sur un bateau sur une île à côté de Faro au Portugal. Et c'était nécessaire que j'ai plus de contact avec personne pendant ce mois-là. Il fallait que je me retrouve avec moi-même parce que je m'étais perdue. Et c'est ce qui s'est passé. Pendant un mois, j'ai parlé à aucun humain, à part ma psy et mon psychiatre. Et ça m'a transformée parce que quand tu vis, surtout 15 jours sur un bateau, t'es seul face à toi-même, tu peux pas tricher. T'es obligé de te plonger en introspection. Et ça m'a ramené à l'essentiel des choses, à la vérité des choses. J'avais les chiottes à la pompe, j'avais un réchaud de camping, et il n'y avait même pas l'eau potable. J'étais dans un bateau qui était en plein milieu de la mer, donc j'ai dû sortir 2 fois pour aller chercher de l'eau. Et je devais écrire à la fille qui m'avait loué le bateau pour qu'elle vienne me chercher. On était à 15 minutes de bateau de l'île la plus proche. C'est une expérience de vie qui vraiment m'a reconnectée à la nature, m'a reconnectée à moi-même. Et je peux vraiment dire que j'en reviens transformée. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que mes proches, maintenant, quand ils me revoient, ils me disent, mais on dirait pas que t'es partie un mois, on dirait que t'es partie 4 ans et t'es tellement plus sereine. Alors, on va pas se mentir, il y a beaucoup d'antidépresseurs là-dedans, mais il y a aussi cette expérience-là où bah, t'as un rapport au temps qui est complètement déconnecté. Tu te fies au lever de soleil, au coucher de soleil. C'était magique et ça m'a beaucoup aidée et je pense que c'est très difficile. Moi, c'est ce qu'on me dit. On me dit, t'as eu beaucoup, beaucoup de courage de partir. Mais il y a un moment, quand c'est indispensable pour toi de le faire, c'est une évidence. Et on était vraiment sur une urgence pour moi. Donc voilà, c'était une expérience qui, pour moi, m'a énormément aidée à refaire surface.